Salut à toi, aujourd'hui je suis à Incheon en Corée du Sud. Et je fais cette vidéo parce que je veux aborder avec toi une thématique très importante. Tu es sans doute au courant du fait que la Corée c'est un pays industrialisé. C'est la 13e puissance mondiale. Et c'est un pays qui a 5 grandes marques automobiles. On connaît tous Kia, on connaît SsangYong, on connaît Hyundai, qui est très connu en Afrique d'ailleurs. Mais par contre, j'ai découvert ici, par exemple, que Samsung avait une marque de voiture. Ce qu'on sait beaucoup moins à l'international. On sait que Samsung est beaucoup dans le digital et dans l'électroménager. Mais Samsung est aussi dans l'automobile ici. Là, je suis dans un parc de voitures parce que vous le savez aussi, beaucoup de gens viennent ici pour acheter des voitures neuves ou d'occasion et pour les envoyer en Afrique. Donc, je venais pour voir un tout petit peu comment ça fonctionne. Et ici à Incheon, en Corée, on a un grand parc automobile dans lequel, enfin, il y a plusieurs grands parcs comme celui-ci, dans lequel vous avez des centaines, voire des milliers de voitures. Par an, il faut savoir que la Corée du Sud exporte je crois que l'année dernière, c'était pratiquement 500 millions de dollars de mémoire en termes de budget pour les voitures qui ont été exportées de la Corée. Donc, c'est énorme le business des voitures ici. Et ce qui est frappant avec les Sud-Coréens, c'est leur capacité à très bien entretenir des voitures. On a des voitures là qui sont quasiment neuves d'apparence et pourtant qui ont déjà 5 ans, par exemple. Allô? Ok. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté le monsieur. Mais bon, on continue. Mais quelque chose m'a marqué, c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo. C'est le fait que dans toute cette recherche, il y a des milliers de voitures ici, vraiment des dizaines de milliers. Quand on fait tous les parcs qu'il y a ici à Incheon, il y en a plein. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Toyota. Or, on sait tous que Toyota en Afrique, c'est un véhicule phare, que Toyota, c'est... tu peux pas... Tu imagines qu'il n'y ait pas de Toyota dans un pays en termes de véhicules, c'est pas possible. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de Toyota en Corée du Sud. Et j'étais très choqué parce que vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Toyota en Corée du Sud? Et là, mon interlocuteur m'a simplement dit, à cause du passif historique de colonisation qu'il y a entre le Japon et la Corée du Sud. Et là, ça a fait sens dans ma tête en fait. Vous êtes sans ignorer que le Japon, à l'époque impériale, a colonisé la Chine, une partie de la Chine et la Corée du Sud. Et jusqu'aujourd'hui, le Japon et la Corée du Sud ne s'entendent pas bien. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud revendique des dédommagements. Il y a notamment un épisode qui est très tragique et qui a marqué les Sud-Coréens pendant longtemps. C'est le fait que pendant cette période-là, beaucoup de femmes en Corée du Sud avaient été emmenées de force au Japon pour être des prostituées pour l'armée impériale. Et il se trouve que jusqu'aujourd'hui, du moins pendant longtemps, cette version-là a été, comment je vais dire ça, niée par le Japon. Et notamment Shinzo Abe, qui est l'ancien président, l'ancien premier ministre du Japon qui est décédé récemment, faisait partie des personnes qui disaient que le Japon n'a pas à s'excuser parce que ces femmes-là étaient venues elles-mêmes de bon gré pour se livrer à l'armée impériale, ce qui bien évidemment paraît très douteux. Eh bien, la Corée du Sud est un pays dans lequel il y a un patriotisme très fort, très fort. Les Sud-Coréens se sentent patriotes pour leur pays. Et ce que ça entraîne donc, c'est que naturellement, il y a un boycott simplement des produits japonais. On ne consomme pas japonais en Corée du Sud. Tout ce qui vient du Japon est considéré comme étant en provenance de l'ancien colonisateur. Pourquoi ça me parle, moi, en tant qu'Africain? Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi le problème chez les Africains? C'est quoi le problème chez les francophones? Parce que moi, je me rends compte que nous, les francophones, on a une attitude totalement différente vis-à-vis de l'ancien colonisateur, la France. Les francophones sont tellement fiers de se revendiquer appartenir à la France. Les pays francophones que nous sommes tellement fiers de notre... C'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est allé à Paris, c'est quelqu'un qui a étudié en France, c'est quelqu'un qui est habillé à la mode française, c'est quelqu'un qui épouse une Française. Et là, je me suis dit, c'est peut-être là qu'il y a l'aliénation en fait. Parce que nous, en Afrique, on n'a jamais véritablement eu de rupture avec notre ancien colonisateur. Ce sujet est très important. Parce que je commence à me rendre compte que tant que les Africains continueront de faire coucou
avec l'ancien colonisateur et qu'ils n'auront pas eu dans leur esprit une vraie scission, on ne pourra pas se développer. Tu ne peux pas te développer quand tu es aussi proche de quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce que tu te développes en fait. La France n'a pas intérêt à ce que les pays africains se développent. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait qu'ils se développent? Et je me dis aujourd'hui que si les pays africains se développent, en fait, ils vont devenir très gênants pour les autorités françaises. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce que la Corée du Sud est en train de faire au Japon. Ils vont commencer à revendiquer. Tant que les pays africains sont faibles, qui sont sous-développés, on peut leur faire ce qu'on veut. On peut mettre à la tête de ces pays-là des marionnettes, on peut les piloter comme on veut, on peut les pousser à faire ce qu'on veut, et on obtiendra toujours de ce que l'on veut. Le jour que ces pays vont se développer, ce développement va se suivre avec un certain nombre de revendications. Le Cameroun, par exemple, va ramener sur la table tous les massacres qui ont été commis pendant la période du maquis. On parle aujourd'hui de plus de 100 000 morts qui ont été tués pendant cette période du maquis. Et je vous rappelle que François Fillon, Premier ministre de la France à l'époque, avait nié complètement en disant que cette période n'a jamais existé dans l'histoire. Quelques années après, François Hollande, premier président de France, est venu au Cameroun et il a reconnu que oui, il y avait eu des massacres qui avaient été commis et il faut aller pour rétablir la vérité de l'histoire. Donc vous voyez que les pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Gabon, tous ces pays ont en fait dans leur histoire des dossiers cachés. Des dossiers qu'on n'ouvre pas. Parce qu'il n'est pas possible d'en parler aujourd'hui. Mais demain, quand ces pays vont devenir forts, puissants économiquement, chacun d'entre eux va ressortir du tiroir ses dossiers. En disant, ok, monsieur la France, monsieur le Portugal, monsieur l'Angleterre, monsieur la Belgique, monsieur la Hollande, voilà ce que tu as fait chez nous. Maintenant, tu passes à la caisse et tu payes. Maintenant, tu passes à la caisse et tu me rembourses. Et ça, aucun État n'a envie d'entendre ça. Aucun État occidental n'a envie d'entendre ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça crée une situation, ça crée un contexte dans lequel on fait tout aussi pour maintenir ces pays plus bas que terre. On leur donne un petit ceci, une petite autoroute par là, une petite route, et les gens sont contents. Mais je me dis qu'aujourd'hui, la Corée du Sud n'en a rien à faire du Japon. Elle dit, fous-moi le camp au Japon. Elle n'a besoin de rien qui vienne du Japon. Parce que ça, c'est un autre sujet qu'on va voir dans une autre vidéo. Ici, en Corée du Sud, les Sud-Coréens, c'est vraiment un pays, pour le coup, vraiment indépendant. Les Sud-Coréens savent tout fabriquer eux-mêmes. Je dis bien tout, dans tous les domaines. Quand tu es dans une maison en Corée du Sud, tu es très surpris parce que tout ce qui est dans la maison, je dis bien tout, de l'électricité, la lumière, les carreaux, tous les meubles, tout est fait en Corée du Sud. Il n'y a rien. Même pas l'air. Rien ne vient de l'extérieur. Tout est made in South Korea. Donc ils sont autonomes. Parce que techniquement et technologiquement parlant, ils savent eux-mêmes tout faire. Ils ne dépendent donc pas du Japon pour les voitures. Ils ont 5 grandes marques de voitures. 5 grandes marques. Donc ils n'ont pas besoin de voitures d'ailleurs. Ils gèrent eux-mêmes. Et la Corée, c'est 51 millions de personnes. Et c'est là que tu te rends compte qu'avoir une forte population, c'est un atout majeur quand tu as une bonne économie. Un marché de 51 millions de personnes qui consomment et qui ont de l'argent, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Et ça, moi, ça me parle, moi, ça m'interpelle, ça me fait réfléchir. Qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Quand allons-nous prendre conscience des véritables enjeux? Quand allons-nous comprendre la nécessité de faire une cession dans nos têtes? Moi, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut que les Africains soient ennemis avec la France, ou bien qu'ils n'aiment plus les Français, ou qu'il faille faire du racisme, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas un problème entre les peuples. Mais au niveau des élites, je pense qu'il est très important, parce qu'il faut bien le dire, la Corée du Sud et le Japon sont les meilleurs amis des États-Unis en Asie. Parce que leur ennemi à tous, là, c'est la Chine. La Corée du Sud et le Japon sont très amis avec les États-Unis. C'est des partenaires. La plus grande base militaire des États-Unis au monde entier est en Corée du Sud. Et on sait tous quels sont les liens qui lient le Japon et les États-Unis. Et pourtant, le Japon et la Corée du Sud, ils ne se parlent. Récemment, le premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé. Et apparemment, ici en Corée, ça a été célébré. Les gens étaient contents parce que justement, Shinzo Abe faisait partie des gens qui niaient les épisodes et les traumatismes subis par les Sud-Coréens pendant cette guerre-là. Et donc, tout ça m'interpelle, les amis. Tout ça m'interpelle. Et j'ai besoin qu'on y réfléchisse. Quelles sont les ressources de la Corée du Sud? J'en parlerai dans une autre vidéo. Et vous serez surpris de comprendre comment ce pays a bâti son enrichissement sur une seule ressource. Une seule. Mais celle-là, je vous en parlerai dans une autre vidéo. On a beaucoup
beaucoup à faire pour rattraper notre retard en Afrique. Je dis bien beaucoup à faire. Mais bon, il n'est pas trop tard. Il n'est clairement pas trop tard, mais il ne faut plus tarder, les amis. La première libération doit se faire dans la tête. Elle doit se faire dans la tête. Et pour le moment, j'ai l'impression que nous n'avons pas encore eu la bonne session vis-à-vis des anciens colonisateurs. Et ça, je pense que tant que ce n'est pas fait, on va traîner. Dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt.